Donc notre petite conférence s'appelle An Afternoon with Dave Harris. C'est pas ici et maintenant qu'on va revenir sur la carrière des Beatles, parce que la plupart des participants du Beatles Day la connaissent bien mieux que quiconque ici. Et donc, nous allons profiter de notre invité d'honneur, qui s'appelle Dave Harris. Il a le texte en anglais, donc je n'ai pas besoin de lui traduire pour lui, pour l'instant, qui a travaillé chez EMI de 1965 à 1970. Il a été le témoin des séances de travail sur le plateau de cinéma de Twickenham pour Get Back. Il était également au studio Apple quand les répétitions ont basculé à Savile Row. Et ensuite, il a fait partie des quelques vénards qui se sont trouvés sur le concert sur le toit pour le fameux Rooftop Concert. Depuis des décennies, les fans des Beatles attendaient ces 60 heures de séquences originales de Get Back donnent vraiment une image extraordinaire et intime et compliquée de ces semaines de travail. Pour quoi donc? Un show télévisé? Un concert live? Nul ne savait au moment où ils ont commencé, puisque c'était vraiment un petit peu ouvert à... On ne sait pas ce qu'on va faire. Les projets les plus fous ont circulé. On va peut-être aller en Libye, on va peut-être aller sur un bateau. Ok, tu es là. So we need another microphone for him as well. On a un troisième micro pour, le HF, ce sera très bien. Donc voilà, 60 heures originales et vraiment, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et donc jusque eux-mêmes pendant toute, je pense que vous êtes beaucoup dans cette salle à avoir déjà vu toute la série, les 3 épisodes de Get Back, et de savoir que c'était vraiment voilà. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire et donc ils ont finalement décidé de faire ce fameux concert sur le toit. Donc Get Back nous fournit des séquences vraiment précieuses de chansons célèbres, on les voit se créer, on les voit démarrer. Et donc nous allons un petit peu discuter de tout ça avec notre invité. Donc je vais commencer à poser une question à Dave. Je vais la poser en français et je la traduis ensuite pour lui. Donc comment tu définirais ton rôle d'une manière générale à EMI et plus précisément aux côtés des Beatles? Je sais que tu as travaillé avec d'autres artistes, avec Pink Floyd notamment, et nous ne sommes ici que pour le Beatles Days, donc ce sera le sujet principal. Dave, how did you define your role in general at EMI and more specifically alongside the Beatles? And I know you worked with other artists, Pink Floyd for example, but we are here at the Beatles Day. So, adieu. I was one of... Okay, so maybe you have to put it on. No, it's not. Is it on? See, I don't know how to use a microphone. Take mine. Là, il dit qu'il ne sait pas servir d'un micro, ce qui peut paraître bizarre quand même, mais... Professional. This one doesn't work. It must be me. Maybe I have to speak up. Je sais pas. Oui. Est-ce que ça marche? Okay. Louder. Okay. So we are all set. Sorry about that. Can't use a microphone. I was one of 12 technical engineers at Abbey Road. We worked very closely with the engineers and the producers to ensure that the equipment was fine and working and that everything was connected up and used as it should be. So, donc, je traduis au fur et à mesure pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc, il fait partie d'une dizaine de techniciens qui travaillaient en étroite collaboration, bien sûr, avec les ingénieurs du son et les producteurs à Abbey Road. If you like, we were the technical link in making all the recordings. The other side of it, the artists and the producers, were, if you like, the musical link and the creators of the sound and the music. And we were the people that helped them to capture it and record it forever. So that was our job. Donc lui, il se considère comme étant un membre de l'équipe profondément technique en ce qui concerne les enregistrements des Beatles, alors que, bien sûr, les Beatles eux-mêmes et la production, c'est plutôt le côté musical. Et en fait, son équipe et lui, c'était capturer la musique, c'était leur rôle.
Yes, we can say a word about the white coats and so on. Je vais le faire en français. I'm doing in French first. C'était très, très, très hiérarchisé à EMI. Vous aviez 3 sortes de personnes. Vous aviez ce qu'on appelait les brown coats, qui étaient ceux qui apportaient le matériel, qui faisaient un petit peu toutes les besognes de mise en place des chaises, des choses comme ça. Vous aviez les white coats, qui étaient les seuls qualifiés à toucher les micros et à les mettre à la bonne place. Et puis, vous aviez les balance engineers, ceux qui s'asseyaient à la console. Et Dave, donc il faisait partie des white coats, mais il a toujours refusé de porter la sienne. You have always refused to wear your white coat. Yeah, I didn't like to wear a white coat. I thought it was, well, I just didn't like it. It made us look like doctors in a hospital. Which I suppose at times we were, because if there was a problem on the session, we immediately got called in. And if they wanted any special effects or anything, we had to create them for them. Alors effectivement, lui, il a toujours refusé de porter l'uniforme de ce qu'ils appelaient les white coats parce qu'il trouvait qu'il ressemblait à un médecin. Mais par contre, il jouait un rôle de technicien très fort parce que dès que les Beatles avaient une exigence, par exemple pour créer un effet spécial sonore, c'est à ça qu'ils servaient et ils étaient là pour ça. I mean, our role was essential in every recording because we were the only people in the studio that could go into an empty room, connect all the equipment, put all the equipment out, line it all up, made sure it all worked properly, and of course we could, if necessary, operate it ourselves as well. So you could say that we were the most important people on any record. Alors il considère qu'il faisait partie des gens qui étaient les plus importants sur l'enregistrement des disques, parce que bien sûr leur premier rôle c'était de tout brancher, de tout connecter, mais éventuellement s'il y avait besoin, ils étaient aussi capables d'utiliser le matériel qu'ils branchaient et qu'ils utilisaient, qu'ils mettaient à la disposition des Beatles. En clair, ils pouvaient se substituer aux ingénieurs du son, peut-être pas aux producteurs, mais au moins aux ingénieurs du son. Donc ils considèrent certainement à juste titre qu'ils étaient le maillon le plus important de cette chaîne qui permettait l'enregistrement des albums. And sometimes not credited on the sleeves. No. Very, very rarely credited on the sleeves. Et malheureusement, leur nom n'est pas sur les pochettes. So the other thing was, of course, we didn't just work with the Beatles, we worked with all sorts. When I was at EMI, anything that made music got recorded. So we would do classical music, we would work at the studio, we would work at Kingsway Hall. Alors bien sûr, ils n'ont pas travaillé que avec les Beatles, puisque EMI Studio, qui sont devenus Abbey Road, était un grand studio commercial, et donc en fait ils faisaient de la musique classique, enfin ils participaient à tous les arrangements, à toutes les séances sur le plan technique. And of course we always had a set of mobile gear, 2 sets in fact, that we could take anywhere in the world and record anything, which we often did. So, you know, one week you might be on a Beatles album, the next week you could be in a cathedral recording an album of the choir music and the organ. So that's what it was like. We weren't as specialized as the engineers. The engineers were specialized on the type of sessions and music that they did, but the techs, we could go anywhere and do anything. Alors à la différence des ingénieurs du son à proprement parler, qui eux restaient dans le studio, les techniciens comme Dave, eux, ils accompagnaient ce qu'on appelle les studios mobiles. EMI en avait 2, et c'était des studios qui étaient capables d'aller n'importe où. Donc il y avait une semaine et ils pouvaient travailler sur un enregistrement des Beatles, et la semaine d'après, le studio mobile était installé dans une cathédrale et ils enregistraient des chœurs, voilà, toutes sortes de choses. Classique. Ok, on va aborder donc le gras de notre conférence, qui est quand même orienté sur cet grand événement qui est Get Back. Et donc, dans le cas des fameuses répétitions, alors je vais parler d'abord de Twickenham, très brièvement. Toi et les autres techniciens comme Alan Parsons, Glyn Jones et qui d'autres éventuellement avaient été mis beaucoup sous pression lorsque, par exemple, à Twickenham, le groupe demande d'avoir une sono digne de ce nom pour pouvoir répéter. So in the case of these famous rehearsals, you and the other technicians like Alan Parsons, Glyn Jones, somebody else eventually, were asked at Twickenham Beatles were asking to have a decent PA system,
and an 8-track tape machine. So who provided this equipment? Well, that was when we first got invited, because the Beatles were intending to do a concert somewhere. They weren't sure what it was going to be. It might have been a TV special. It could have been anything at that point in time. So there they were in a room nearly this size, trying to rehearse, 4 or 5 guys in the corner, as it were. And we got called in. Keith Slaughter was the other technical engineer with me. We got called in, and Glyn came. Actually, Alan didn't come till we went to. Alan Parsons, that's for the recordings. Yes, yeah. So we were in Twickenham just to provide eventually some microphones and various bits of equipment that, quite honestly, nobody can remember what we did with that. Okay. Bon, comme vous savez, à Twickenham, en fait, l'idée c'était que les Beatles répètent pour un concert. Ils n'avaient absolument aucune idée à ce moment-là de l'endroit où ils pouvaient le donner, où ils risquaient de le donner. Mais eux, en fait, leur premier rôle a été d'installer un système avec des micros pour qu'au moins ils puissent répéter et s'entendre. Les ingénieurs du son, comme Glyn Jones et Alan Parsons, sont arrivés un peu plus tard. À Twickenham, c'était vraiment ambiance, répétition, et à ce moment-là, de toute façon, ils n'avaient absolument aucune idée de l'endroit où le concert allait avoir lieu. Donc pour les premières répétitions, on voit d'ailleurs un petit peu Glyn Jones, mais je crois qu'il n'est pas encore... il n'est pas encore sur le coup, mais il y a un monsieur qui s'appelle Peter Sutton qui était crédité comme sound recordist. On le voit avec un Nagra aussi. Who took care of the sound recordings during the first rehearsals? Glyn Jones, Peter Sutton, who we see him with a Nagra at Twickenham. Did he record something there at this moment? Well, yes, he did, but he recorded the film sound. We obviously did, because there is one scene where they're listening to a playback of stuff that we recorded, but even Glyn can't remember what we recorded, what the equipment was, and there are no tapes. There were no tapes surviving from that period, and it was very rough. Basically, they weren't particularly happy in Twickenham, and it was very rough. À Twickenham, les Beatles n'étaient pas très satisfaits de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils ont enregistré. Les enregistrements eux-mêmes ont été très sommaires. Personne des gens qui sont encore là pour en parler aujourd'hui ne se rappelle de ce qui a été enregistré et surtout sur quoi ça a été enregistré. Indiscutablement, ça n'a pas été enregistré sur de la bande, sur des magnétos, des gros magnétos comme dans les studios. En revanche, c'est vrai qu'on le voit dans le film, il y a toujours quelqu'un qui enregistre avec ce qu'on appelle un Nagra, c'est-à-dire c'est un petit magnétophone de bonne qualité, mais en fait, oui, c'est un truc qu'on portait en bandoulière comme ça. Ça pèse 5 kilos, voilà. J'en ai eu. Mais en revanche, ils enregistraient le son d'ambiance de ce qui se passait dans la pièce globalement, et non pas un enregistrement qualitatif, même si c'était que très peu de pistes à l'époque, c'était quand même qualitatif. Donc, mais de toute façon, globalement, selon ce que dit Dave, les Beatles n'étaient pas très satisfaits de ce qui avait été enregistré à ce stade-là en tous les cas. Alors vous savez, donc les répétitions ont commencé à Twickenham et ensuite ils sont passés dans les locaux de Apple Corps, donc la société des Beatles qui avait installé un studio à Savile Row. Et ce studio avait été monté par un monsieur, on va en parler aussi. Ce studio avait quand même pas mal de défauts et donc je voudrais parler un petit peu de ça. Tell us about the rehearsals at Savile Row. And it looks like a studio was not quite ready. So if you have a few words about the famous Magic Alex. When we left Twickenham because they weren't very happy and they'd heard that their studio was ready in Savile Row, in the basement of number 3 Savile Row, which is a building that the Beatles owned, and they'd heard that it was ready and they could move in and use it. Donc c'est ce que vient de dire aussi Gisèle. Donc après Twickenham, ils se sont rendus au 3 Savile Row, dans les locaux de Apple Corps, et au sous-sol, on leur a dit que le studio qu'ils avaient commencé à monter était prêt. Donc on va voir est-ce qu'il était vraiment prêt ou pas. The Beatles had this chap they called Magic Alex, and he had promised them a lot of different usage of equipment in the studio. He said he could design invisible acoustic screens
that you could put in the studio. You couldn't see them, but they would stop the sound breaking across the studio. Et là, à ce stade-là, dans le cercle fermé des gens qui travaillaient avec les Beatles, il y a quelqu'un que Lennon a ramené qui s'appelait Magic Alex et qui leur a vendu sur le papier, en tous les cas, un studio totalement extraordinaire. Et notamment, il leur avait expliqué qu'il y avait des écrans sonores invisibles, des écrans de son invisibles. C'est même dur à traduire, enfin, ça veut rien dire. Alors forcément, quand ils sont rentrés dans le studio, ils ne les voyaient pas, mais l'autre, il disait non, mais ils sont là. Et, enfin, il leur a raconté toutes sortes de salades. Yeah, I had a bit on that. Magic Alex, c'était vraiment, enfin, on peut appeler ça un escroc, parce qu'il a même pas pensé qu'il y avait le métro qui passait à côté sous le studio, et donc ils étaient obligés d'arrêter les séances quand il y avait une rame qui passait. They have the noise from the metro coming in the studio. I mean, if you read, si vous lisez le bouquin de Jeff Emerick qui raconte un petit peu tout ça avec beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses à dire sur ce fameux Magic Alex. Yeah, they told us about all the things that this was while we were at Abbey Road that they had this chap. They would tell us all the items that Magic Alex would do, and of course we would say, well, that can't work, that's stupid, that'll never work. They used to think it was sour grapes on our part, that we were jealous of this clever man that was doing the work for them. Alors eux, toute l'équipe technique, bien sûr, ils ont alerté les Beatles très vite en disant mais il n'y a rien de ce qu'il essaie de brancher ou rien de ce qu'il a conçu qui va marcher. Alors au départ, les Beatles pensaient peut-être qu'éventuellement, eux, l'équipe technique d'Abbey Road, ils étaient un peu jaloux du fameux Magic Alex qui était en train de prendre un peu position par rapport à la technique. Mais en fait, malheureusement, tout le monde s'est vraiment rendu compte que c'était eux qui avaient raison et que Magic Alex était un extro. It was fortunate for the Beatles that, in fact, that we were there, because if you think about it, that we tried to get the equipment to work. Magic Alex had built a recording console as well, which was really, to be honest, very crude and not fit for the job. Magic Alex avait aussi conçu une table de mixage qui, en étant poli, était totalement inefficace et ne pouvait pas correspondre, en tous les cas, à l'enregistrement d'un disque des Beatles. Il ne faut quand même pas oublier que les Beatles étaient déjà, à la fin de leur carrière, pas vraiment sans le savoir, mais en tous les cas, c'était un groupe majeur et important, donc on ne pouvait pas les enregistrer avec n'importe quoi. Donc ils ont été très contents que l'équipe d'EMI rapplique au secours pour pouvoir sauver un petit peu la situation. Yeah, He'd made some basic mistakes in the way that the equipment worked. He had put in actually an oscilloscope in the middle of the mixer, which showed the levels of the 8 tracks that we were due to record, which actually people do now, but they do it in a much simpler way. To get his oscilloscope working, it caused hum throughout all the audio channels for a start. He hadn't done things that he should done, combining certain electronic circuits. So we tried to patch around that and get it working without much success. Alors la table de mixage était une table de mixage 8 pistes et le Magic Alex avait suggéré d'utiliser ce qu'on appelle un oscilloscope, c'est une espèce de, pour faire simple, sur un écran on voit les courbes du son, et surtout pour mesurer les phases, la fluctuation du son, etc. Enfin c'était vraiment un truc, un gadget, mais il avait oublié un détail très très important, c'est qu'en fait ça a apporté sur l'enregistrement un gros bourdonnement, un problème de masse, un problème partout, voilà. Et donc, du même coup, c'était tout à fait inefficace et il a fallu qu'avec son équipe, ils interviennent pour que ça marche. We did get it working, and I lined up. We had George Harrison's 8-track machine. It had been recorded, it had been delivered to Twickenham, but we didn't use it at Twickenham. We took it to Savile Row, and I lined it up, and we connected it up to the desk as best we could. And Glyn actually made a recording. But we had one playback. The Beatles just listened to it, stood up, didn't say a word and just walked out. Alors finalement, il y a George Harrison, lui, avait un magnétophone 8 pistes. Il l'avait amené à Twickenham, mais il n'avait pas utilisé à Twickenham. Finalement, il l'a amené à Savile Row. Ils l'ont utilisé à Savile Row. Ils ont essayé de faire un enregistrement décent et les Beatles ont écouté, ils se sont levés et ils se sont barrés. Donc ça veut dire que c'était pas encore totalement satisfaisant.
Okay, may I move to the next question? Then George actually phoned Abbey Road and said, look, we need some decent equipment. So we had to remove Magic Alex's equipment and put our normal recording equipment in. But it was interesting in that because it was 8-track, we only had 4-track mixers, if you like. So our mixers only had 4 outputs. So we had to have 2. We had 2 mixers that we had to plug up to for get these the sessions. 8 tracks. Yeah. Alors donc finalement au bout du compte ils ont utilisé le magnéto en question, mais c'était un 8 pistes alors que la table de mixage c'était 4 pistes. Donc finalement il aura fallu avoir deux tables de mixage pour obtenir un résultat satisfaisant. Okay. May I go to the next one? Okay, I'd like to talk. Je vais faire en français d'abord. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Mal Evans, qu'on voit énormément dans ce documentaire. C'était le roadie en chef des Beatles. C'était un peu aussi leur souffre-douleur parce que quand il y avait quelque chose qui allait pas, c'était mal, et ils devaient absolument courir tout de suite pour satisfaire les désirs. Ça pouvait être acheter une paire de chaussettes ou enfin n'importe quoi. Et il était, on voit d'ailleurs dans Get Back qu'il est script, il prend les paroles à la volée des chansons qu'ils sont en train de créer. Enfin, c'est extraordinaire. Et il y a moi j'ai adoré la séquence où il a un marteau et il tape sur l'enclume de Maxwell Silverhammer. Et il paraît, en fait, que Ringo ne pouvait pas lever le marteau assez haut pour pouvoir taper assez fort et en tempo. Et je voudrais savoir si c'est une légende urbaine ou pas. So I'd like to know about this. I'm talking about Mal Evans and the way he was really dedicated to the Beatles. And what about this sequence when he hits the anvil with a hammer and pretend that Ringo couldn't do it on tempo? Is it the truth or is it an urban legend? No, I think that story is perfectly true because Mal Evans would actually do a hell of a lot for the Beatles. Yeah. I mean, I happen to know that a lot of the Beatles signatures were done by Mal Evans for a start on some of the albums. Mal Evans was always there. He was always their mate. He was always working with them. And he was just dedicated, man. Alors Mal Evans, effectivement, que vous connaissez tous, il était complètement dédié aux Beatles, il faisait n'importe quoi pour eux. Il faut savoir qu'il le connaissait depuis Liverpool, donc forcément ça remontait à loin. Et il pense que cette légende, cette histoire de Mal qui tape en rythme sur une enclume avec le marteau, pour les premières versions de Maxwell Silverhammer, c'est de ça dont on parle, eh bien finalement c'est certainement vrai parce qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour eux, donc pourquoi n'aurait-il pas fait ça? Yeah, those sessions for that. Also, he used the new Moog synthesizer on those sessions for the Maxwell Silverhammer. Voilà, et sur ces séances, et notamment donc sur Maxwell Silverhammer, puis après sur d'autres titres d'Abbey Road, c'est aussi les premières séances sur lesquelles les Beatles ont utilisé un synthétiseur. Et Dave insiste parce que à cette époque-là, un synthétiseur, aujourd'hui un synthétiseur, il y en a qui sont grands comme ça et qui sont de très très bonne qualité, mais à cette époque-là, un synthétiseur c'était une armoire, enfin voilà, il fallait quelqu'un pour l'utiliser, donc on était vraiment au début de plein de choses. Pour revenir un petit peu à Mal Evans, si vous avez sur A Day in the Life, c'est lui qui compte les 24 mesures là, qui ont été libres pour ensuite rajouter l'orchestre symphonique. He was also the one counting the bars on A Day in the Life and having the alarm clock to ring. And the alarm clock was fine because it coincides with Paul saying, "Wake up!" I mean, it's just legend recordings. It's just amazing. When it was Mal that eventually let the police in to the studio to Savile Row. He was the one that let them in, but he went upstairs with them and made sure that they didn't go and switch all the equipment off and stop the concert. So he was like that. It was like their roadie and their security man all in one. Dans le film, on voit que finalement, à la fin des épisodes de Get Back, on voit que c'est lui finalement qui
qui laisse la police monter dans les étages et aller jusque sur le toit pendant le concert, mais à la fois c'est aussi lui qui les laisse pas trop passer pour qu'ils aillent pas débrancher le matériel, puisque une fois qu'ils étaient montés, la police avec une seule envie, c'est d'aller tout débrancher, quoi. En fait, ils étaient très partagés parce qu'ils devaient faire leur boulot, mais ils étaient vachement heureux d'aller sur le toit. I mean, the policemen, they had to do their job, but they were so happy to live this experience with the Beatles, I think. Well, they were only young men, and even actually, a mate of mine is Ken Worf, and he was on actually point duty. He was directing the traffic in Piccadilly Circus at the time when the Beatles started the concert on the roof, and he had to. He saw the blue light flashing on the police box, and he answered the call, and his sergeant said, "Here, boy. Do you hear that noise? We'll go and stop it." Bon, là, c'est pas très évident à traduire, mais il y avait un policier donc, qui était à Piccadilly Circus. Oui, il était en train de faire la circulation. Il était en train de faire la circulation et il a entendu le bruit du concert, et puis il a remarqué qu'il y avait des lumières. Oui, il y avait un signal de détresse qui a été envoyé. Il fallait qu'il intervienne. Voilà. Ils ont dit, vas-y et arrête ça. C'était ça, c'est son job. Pas évident. Even their sergeant went up on the roof and admitted it was the Beatles and said, "Oh, we can't stop this, lads. Let's go." Et même le sergent donc, de la troupe de police, il est monté sur le toit. Il a dit mais décemment, on peut pas les arrêter. C'est les Beatles quand même. Donc. À quel moment la décision du concert sur le toit a-t-elle été prise? At which moment the decision of the roof concert has been taken? Do you know that? Well, no, not well. It was fairly recent because when we were at Twickenham, they were talking about where they were going to do this final concert or TV show or TV special. There was no that they had made no decision then. Then they came and we were possibly likely to go to somewhere abroad like Libya or other places to do it. Or even on a deserted desert island, they even said we might do it. And I spent time, because I thought we'd have to have standby generators and all sorts of equipment to get this show. So I'd already started making arrangements. So it was actually it was only a short period of time before they decided to do it on the roof. And it was very touch and go whether they'd do it anyway, even on the day. But they thought, yes, well, we go and do it. We've rehearsed. Let's go and do it, and that's it. And it turned out to be fantastic. Alors en fait, comme on a dit au début, il y a eu plein d'endroits qui ont été envisagés pour donner le concert au départ. D'abord, ils ne savaient même pas si ça allait être un concert ou une émission de télé spéciale, etc. Et donc, ils ont pensé à le faire en Libye, ils ont pensé à le faire en Égypte, ils ont pensé à faire sur une île déserte. À cette époque-là, ils avaient envoyé certains membres de leur équipe repérer des îles dans la Méditerranée parce que Lennon voulait acheter une île. Enfin, ça se faisait à cette époque-là. Et donc, pour l'équipe technique, c'était le vrai souci, c'était de savoir est-ce qu'il allait falloir amener des groupes électrogènes, etc. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a certainement pas d'électricité et tout. Et finalement, la décision d'aller sur le toit a été prise un peu, pas au hasard, mais c'était une hypothèse. Et enfin, je veux dire, 48 heures avant, maintenant on sait exactement quand est-ce que la décision a été prise. Mais la décision a été prise, peut-être pas 24 heures, mais 48 heures avant. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'impro, quoi, sur toute la ligne. Donc je vais lui demander aussi quelle a été la logistique des gens d'EMI par rapport à Savile Row. What was the logistics on the EMI team regarding these recordings at Savile Row? Well, it was very difficult because obviously in those days we didn't really have the wonderful. If we'd had a set like this, if we'd have had a set like this at Savile Row in 1969, we'd be able to blast the whole of West London. But we didn't. We had a very limited PA system. We got 4 speakers we rented in and various speakers from Abbey Road. We got as many power amps as we could to really beef it up as loud as we could. And then, of course, not only were we going to record it live, we were actually going to make a good feed to the PA. So you had to get a good balance.
And we had a very short notice because there's no rehearsal for this, don't forget. We had to run all the cables up the stairs. We had to take loads of equipment up in the lift. The roof was not strong enough to hold the weight of the band, and it had to be supported with scaffold poles and things. Voilà, il y a eu plein de problèmes techniques qu'il fallait résoudre, notamment il vient de dire à juste titre que la sono de cette époque-là, le concept de sono à cette époque-là, c'était ridicule comparé à aujourd'hui. Et Abbey Road, c'est pas une boîte de sonorisation non plus. Ils voilà, font des enregistrements. C'est l'équipement qu'Abbey Road avait prêté. Il vient de dire, Dave, que s'il y avait eu un système comme celui-là, mais ça se serait entendu pratiquement dans toute la ville, parce qu'aujourd'hui, même pour une manifestation comme ici, le système est bien plus performant que ce que les Beatles avaient à l'époque. Et puis il y avait aussi d'autres problèmes techniques, d'autres contingences, qui étaient par exemple que le toit du 3 à Savile Row n'était pas fait pour supporter le fait qu'un groupe qui joue avec son matériel et des invités, il n'y avait pas beaucoup d'invités, mais il y avait une vingtaine de personnes. Et les caméras et tout ça aussi. Les caméras, tout ça. Et aussi, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'au-delà du fait que ça jouait live, eux savaient qu'il fallait que ce soit enregistré avec le studio qui était toujours lui dans le basement, et donc on voit dans le film, et il vient de le redire Dave là, c'est qu'en fait il a fallu monter les câbles, tout ça, et donc c'était un vrai boulot, et pour faire ce qu'on appelle la balance, ça a été un vrai travail, sachant qu'ils ont eu que très très peu de temps, donc ça dit à quel point toute cette équipe de gens, de techniciens était performant. So, of course, we had to remember that this concert was going to be kept a secret. So, obviously, we didn't want people to know, particularly the police, because they might stop it before it started. So, it was a bit... it was a funny occasion. Keith and I were driving about 30 miles outside London. We were coming into London with a load of equipment at 4 o'clock in the morning. We must have looked really dodgy. Alors forcément, il fallait il fallait garder l'événement secret, ne serait-ce que pour pas que les autorités se doutent qu'il se passait quelque chose, ou en tous les cas quelque chose qui risquait d'être associé à une nuisance sonore, puisque ça a été le problème. Donc en fait, eux, ils ont amené le matériel une fois avec les techniciens à 4 heures du matin, et il dit forcément, si on nous avait vus en train d'amener du matériel à 4 heures du matin dans nos voitures comme ça, ils nous auraient pris pour des fous, quoi. And of course, as luck would have it, the police pulled us over. We got stopped by the police, and they said, "Who are you? Whose car is this? Where are you going? What are you doing?" And we said, well, we can't tell you where we're going. All we can tell you is it's a film job, and we can't tell you what it is, and it's for EMI. Mm-hmm. And fortunately, the car that we were in wasn't Keith's old beat-up, old dirty old van that he had. It was an EMI pool car. He'd borrowed it from EMI for the occasion. And so he was able to say to the police, you can check this car belongs to EMI Records. Alors bien sûr, ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive est arrivé, c'est-à-dire qu'à 4h du matin, ils amènent le matériel qui vient d'EMI, et là ils se font bien sûr arrêter par la police, qui leur demande qui êtes-vous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça va servir. Et eux, ils ont commencé par dire on ne peut pas vous répondre à toutes ces questions. Et heureusement, il y a le technicien avec qui il travaillait, il avait un vieux camion tout pourri, et heureusement ce jour-là, il ne l'avait pas pris. Ils ont utilisé un véhicule d'EMI sur lequel il y avait écrit EMI. Donc ça donnait de la crédibilité. Donc la police a pris ça très, très sérieusement et les a laissés faire ce qu'ils avaient à faire, sans savoir ce que c'était. So if we'd have got locked up, then the concert wouldn't have happened. So that was si on les avait arrêtés ce jour-là, they let us go, fortunately. Voilà, so. Si on les avait arrêtés ce jour-là, il y aurait pas eu le concert. Donc c'est plutôt pas mal qu'on les ait laissés passer. So avant qu'on passe, on va regarder un petit peu une séquence ou deux de Get Back. Je voudrais savoir quel est le ressenti de Dave qui a quand même participé quand il a participé à ce concert. Est-ce qu'il a eu l'impression de vivre un moment unique et historique? What did you feel during this concert? Did you have the impression of living a unique and historical moment, or just a mess, or both? No, I felt during the concert absolutely knackered because I hadn't had much sleep for days, getting all this equipment together, getting up
driving into London every day early in the morning and going back home at night. So I was completely knackered. All I wanted was the whole thing to work perfectly, everything to sound so everybody could hear it down in the street. All we wanted was to make a good job, which is the way we did things. We didn't think about what it was worth and what we were doing at the time. We didn't have time. Alors en fait, malheureusement, si on lui demande est-ce qu'il a apprécié le moment, il dit que pas vraiment, parce que d'abord ils étaient tous totalement claqués d'avoir travaillé nuit et jour pour préparer ça, et puis à la fois ils avaient qu'une seule trouille, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un ampli qui pète ou quelque chose qui se met à pas bien marcher, et finalement, souvent quand ils travaillaient sur les choses, sur les séances, quand elles étaient difficiles, ils n'avaient peut-être pas toujours le loisir d'apprécier pleinement le côté artistique, parce qu'en tant que technicien, ils n'avaient qu'une seule crainte, c'est qu'il y ait une défaillance technique et que finalement ça leur serait retombé dessus. Donc pour eux, c'était bien quand c'était terminé et que ça s'était bien passé. Et pour lui, une séance qui se passait bien, ça voulait dire qu'elle se passait bien techniquement. Donc il n'a pas fondamentalement, il s'est pas dit en étant sur le toit, oh, je vis un moment extraordinaire. C'est certainement plus maintenant. I guess it's now that you realize what an event it was, rather than why you were on the roof. It was actually an incredible event. The fact that, and again, it was the end of January, so it was really cold as well. Cold. It had been raining the day before, so it wasn't pleasant. And I went up onto the roof a couple of times to have a cigarette, really, but to see if they were all on mic and everything else like that. And I thought to myself, they're playing so well. They were playing fantastic, really loud and enjoying it. They were obviously really enjoying it, because I'd never seen the band live ever. I never saw them. I only saw them in the studio and heard them in the studio. I'd never seen them live. I'd never been up there within 10 feet of them and listened to them playing. And I thought, this is absolutely fantastic, And this is the first time that they'd actually officially been recorded in concert. They'd been filmed, they'd been bootlegged, but they'd never actually been recorded by EMI, which most of the other people had. So that was very strange that right at the end of their careers, they did a live recording. Donc forcément, en plus il y avait un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le facteur de la météo. Il faisait pas beau, c'était la fin janvier, et il faisait super froid. Il était monté un peu sur le toit pour prendre la température, c'est le cas de le dire, fumer une clope. Et là il s'était dit mais ça va être terrible quoi. Et finalement, comme on peut le voir dans le film, une fois qu'ils sont sur le toit, une fois qu'ils jouent de façon totalement extraordinaire. Avec une énergie, le son, il y a tout, enfin vraiment c'est absolument fabuleux artistiquement et musicalement parlant. Et pour eux, c'était aussi un accomplissement parce que finalement, quand on réfléchit bien, il y a beaucoup d'enregistrements live des Beatles que vous connaissez tous, il y en a plein à vendre à côté. C'est que des pirates, c'est des choses qui ont été enregistrées de façon très sommaire, même si ça fait des chouettes témoignages, mais qualitativement, il y a rien. Tandis que là, c'est la première fois que l'équipe d'EMI enregistrait les Beatles correctement. La première et la dernière, d'ailleurs. C'est pour ça que ça a valeur de... Et beaucoup d'artistes EMI de cette génération avaient été enregistrés live par les équipes d'EMI, tandis que les Beatles, finalement, s'il n'y avait pas eu ça, ça ne serait jamais arrivé, quoi, puisque à partir de 67, étant devenu un groupe de studio, il n'y avait pas de raison, quoi. Donc, pour eux, c'est aussi un accomplissement que tous ces techniciens qui ont énormément travaillé sur le son du groupe, ils ont été capables de le faire aussi dans un contexte live. Alors, Dave nous donne une occasion excellente d'enchaîner sur une petite séquence, justement pour montrer un peu le feeling des Beatles à la fin de ces répétitions. C'est une séquence qui est encore en studio à Savile Row, où John Lennon improvise, met d'autres paroles sur I Have a Feeling. Ça devient I Had a Dream. Et vous allez voir cette séquence avec Billy Preston. C'est absolument magnifique. And have an outlet for every little note you want. Because all these songs of mine I could give to people who could do them good, but I suddenly realised, fuck all that. Just gotta do me for a bit. That's the real thing. Great, that's a good idea. And I had a dream. I had a good dream.
does sequence inspires you? Or comment? Can you comment it? What do you think? Yeah. Well, that was quite interesting to see, because it actually, that number went on to Abbey Road, so they were doing other bits of rehearsing anyway. But also, I think it was interesting that it just showed how good they were at songwriting. They would be writing a song and then they'd stop and they'd do that sort of thing, just to refresh their minds, I think, on what they were doing, so they didn't have to concentrate continuously on one song. They seemed to spread themselves out. So that's why their songwriting is so good. I think they gave themselves, if you like, a bit of a songwriting rest with these little gigs. And you see the little bits. We had to hire those mics in for the vocals because Michael Lindsay Hogg didn't want us to put our normal, a U47 or a U48 was bigger than this. It was as long as this, but it was round like that. So if you had that in front of your face, the film cameras couldn't see them. So we had to hire in those AKG mics, and you can see where I had to put little pop shields on with a bit of foam and a bit of gaffer tape a bit of camera tape actually round it, so that they could use the mics live for the film. Donc là, il dit qu'il y a deux choses qui sont vraiment importantes, c'est qu'on voit qu'ils étaient capables de travailler sur une chanson et puis éventuellement de se laisser aller à faire autre chose, qu'on voit là effectivement une jam de ce qui est, je pense que tout le monde a reconnu que ce morceau-là va devenir I Want You, puisque c'est presque tout I Want You déjà qui est sur Abbey Road. Donc ça veut dire qu'ils étaient capables pour se libérer l'esprit, de partir sur tout à fait autre chose. Et puis il y a eu un autre problème technique que les techniciens ont dû résoudre, c'est le fait que Michael Lindsay Hogg, le réalisateur, ne voulait pas qu'il y ait des gros micros. Je ne vais pas donner les marques, c'est trop technique, on s'en fiche. Non, mais c'est des Neumann U47 ou 87. Les techniciens connaissent ça. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des gros micros. Donc en fait, ils ont utilisé des petits micros et ils ont mis ce qu'on appelle des petites bonnettes pour pas qu'il y ait on entend tous les P et les T, les choses comme ça. Et en fait, une fois de plus, pour eux, même une séquence comme ça, c'était un challenge parce que techniquement, il y avait des exigences qui étaient liées à la situation. I've got a feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, I think that everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. I've got a feeling, yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food down. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody had a hard time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Oh yeah. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. Everybody had a high. Surely this isn't necessary. Everybody put the socks up. I don't really. Everybody put the foot down. Oh yeah. I don't, Really? But it's some kind of feature. Vous voyez la police qui est vraiment tiraillée dans cette affaire en voulant... ils doivent faire leur boulot, mais en même temps, ils sont en train de s'éclater comme des fous. I mean, policemen, they are very happy to be there. Just a few words about the setup of the Beatles on the roof. We saw Ringo just tuning his drums himself. I mean, nowadays we don't do that. Everybody's got roadies, but he does it himself. You have a comment on that to do?
I think on the roof it was just a blind panic to get everything up there early in the morning. And yeah, Ringo was there. We were all helping, getting stuff in the lift, getting it up there, getting all the mics on and everything. And it was a big deal from that point of view, getting it done that early in the morning. And of course, we also had tangled up with us was a film crew with all their cables and mics and lying on the floor. Then we also had some speakers, so the Beatles had their own floor monitors like these, but they weren't official floor monitors. They were just speakers stuck on an angle on the floor. And then we had 4 big PA speakers to set up in front of them as well, because nobody in the street could see who it was. They couldn't see anybody, and the people, they didn't dare go and look over the roof, I suppose. I don't know. Anyway, nobody downstairs could see them. C'était un challenge technique à mains égards. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que du même coup, les Beatles ont eux-mêmes mis la main à la pâte. On voit Ringo dans une des séances qui règle lui-même la tension de ses pots, de ses tomes, de sa caisse claire, tout ça. C'est pas forcément quelque chose qu'un batteur d'un groupe comme les Beatles faisait lui-même d'habitude, mais là il fallait bien parce qu'il n'y avait pas non plus forcément une énorme équipe. Et pour eux, ça a aussi été un challenge parce que du même coup, il y avait un système de... Là, ici, on a ce qu'on appelle des retours, hein, c'est-à-dire c'est des moniteurs qui fait que les musiciens s'entendent, c'est en plus de ce que vous entendez. Et eux, en fait, ils ont dû aussi improviser ce genre de truc parce que les concerts, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de retours comme ça. Et eux, comme ils savaient qu'ils enregistraient, puisque en l'occurrence, le passage qu'on vient de voir, c'est le passage du disque, donc c'est le passage qui s'est retrouvé sur le disque. Donc ça veut dire que la qualité était telle qu'ils ont pu le conserver pour le disque, mais c'est aussi parce que les Beatles s'entendaient bien et c'est grâce à leur système à eux, sauf qu'il n'y avait pas de retour. Ça, c'était vraiment des enceintes dédiées au retour, tandis qu'eux, ils ont simplement mis des haut-parleurs pour que chacun des Beatles s'entende. Donc ça a été un vrai... Enfin, ça a commencé très tôt le matin, mais c'était vraiment de l'improvisation sur le plan technique, sauf qu'elle était faite par des gens qui sont très doués et que ça a bien marché et que le résultat est très impressionnant, même encore aujourd'hui. Ok, avant qu'on va vous donner la parole aussi si vous avez des questions, donc je vais poser une dernière question à Dave. Quelle est la question à laquelle je n'ai peut-être pas pensé et que tu aurais souhaité que je te pose? What question I have not thought of and you think you would have me to ask you? I think the question would be, why were the Beatles different from anybody else? Why were they, extra special, if you like? And I think the answer is, I think that they were 4 really nice guys for a start. Right from the start, right to the finish. They didn't change in that way. They were still approachable, they were still nice, they still liked to joke. Even when they've been doing that terrible touring, massive stadiums in the States, such hard work. I mean, how they did it. If you watch that, I don't know if you've watched that 8 days a week. It's incredible. The Candlestick concert. The Candlestick concert. Yeah. And they still remained, the 4 lads from Liverpool, they were still very matey, they were still had a joke, they had a laugh, they weren't nasty or cruel, they could have come back, but they didn't. They were just 4 lads, and they're still the same now. When I see them occasionally, I see Paul and Ringo occasionally, and they're still the same. Donc Dave, la question qu'il aurait bien aimé qu'on lui pose, c'est savoir qu'est-ce qui fait que les Beatles étaient différents des autres groupes. Et il dit finalement en conclusion que c'est parce que c'était 4 types vraiment bien, des chic types, c'est son expression. Et surtout, ils n'ont jamais changé, c'est-à-dire que ces 4 copains de Liverpool, c'est ce qu'ils ont été jusqu'à la fin. Et ils ont toujours été sympas. Alors, avec les techniciens, avec les équipes, même quand c'était compliqué, même quand, comme on le voit dans le film 8 Days a Week, on voit la tournée américaine, ça paraît complètement dingue de voir qu'ils sont dans des conditions, ils jouent dans des stades, etc., avec des petites sonos, il faut qu'ils courent, comme on les voit dans les films, pour échapper aux fans, tout ça, mais malgré tout, ils sont toujours restés sympas avec les gens avec qui ils bossaient, et il dit que même maintenant, quand il croise Ringo et tout, il n'a pas l'impression que c'est fondamentalement quelqu'un de différent de celui qu'il a connu et de ce qu'ils ont toujours été. And the other thing that was actually unique was the fact that we would work for
three or 4 months on an album in the studio. There were no little bits sent out. There were no singles. We just worked on the album. That's recording and mixing, don't forget, right the way through. Most of the albums, by the way, apart from the last 2, were made mono. They were made mono. The only kosher albums up until Let It Be and Abbey Road were mixed with the boys there. So when the mono version was done, the 4 lads were there for the mix. When the stereo version was done, it was done afterwards for each track by track, by George and Jeff after the session and the Beatles had gone home. So the authentic Beatles records are all the mono ones right up until the last 2. Mm-hmm. And then, as I say, we would work on that for months in the studio sometimes. We'd work on that album. Nothing came out. Then the album came out on the Friday, a Friday. It came out on the Friday. No one had heard anything for it. And yet that Friday, every record station in the world played that LP from start to finish. No other band has ever done that. Qu'est-ce qu'il a commencé par dire, je me rappelle plus. Oui, sur les 4 mois en studio. Oui. No, it's okay, it's okay. Non, ce qui était intéressant, c'était le fait qu'ils participent, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, les Beatles ont été systématiquement là pour les séances de mixage. C'est-à-dire qu'ils assistaient aux séances de mixage. Il faut savoir qu'ils assistaient aux séances de mixage mono. Parce que le mixage se construisait, je peux me permettre d'interrompre, le mixage se construisait au fur et à mesure de l'enregistrement. On travaille en 4 pistes, donc on enregistre déjà un prémix de la batterie et de la basse par exemple, et ensuite on va rajouter une guitare et on va transférer ça sur une autre machine et on va mettre les voix. Et le talent des ingénieurs du son à cette époque-là, moi je trouve ça absolument magnifique, c'est que ils comprenaient tout de suite. Quand ils allaient mélanger, ils faisaient quelque chose, il n'y avait pas de marche arrière. Si le mix était raté, il fallait refaire la prise. Donc, il fallait anticiper les défauts inhérents à l'enregistrement magnétique. Ça, c'est extraordinaire. Quand on écoute les enregistrements mono, quand on écoute le travail de gens comme Ken Scott, de Jeff Emerick, ou même de Dave aussi, puisqu'il a enregistré aussi, c'est absolument extraordinaire. À notre époque, on a une machine qui s'appelle Pro Tools et on met des pistes et des pistes et des pistes et des pistes. On met même pas les effets à la prise. On les met séparément pour avoir le choix de pouvoir tout faire derrière. Donc c'était sans filet. Voilà. Je veux dire ça, c'est un peu ça. Et ce qui était donc important, c'est aussi leur investissement, le fait qu'ils veuillent assister au mixage. Au mixage mono. Voilà. Et sinon, il y a aussi que les 2 derniers albums qui ont été mixés en stéréo au moment de l'enregistrement. Après, tout a été mis en stéréo, mais voilà. Alors, on vient de voir il y a le juge de paix qui vient de passer là, avec le coup près qui vient de tomber, 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, il faut parler tout de suite ou taisez-vous à jamais. Allez, on va avoir une question à la salle quand même. Ok. Il faut come here. Pick up the microphone. I give you mine. It's fascinating. Thank you very much. And just watching you there, watching the clips, you looked about 30, 40. You know, you've become younger. But my question is, what made you start on your road to becoming a technician? What was the thing? What was the click that I think you have to obviously like music, but you don't have to be I wasn't never an ardent music fan. I mean, my first record that I bought was what was it? It was Freight Train. Okay. Oh, Freight Train. Yeah, what a great record. And then the second record I bought was Rock Around the Clock. Okay. And they were so exciting. And I was also into hi-fi, and you have to be into equipment and technique. To do what I did, you have to be a techie. Yeah. You have to be a techie. But what age were you when you well, I went for an apprenticeship first, electronics apprenticeship, and then I was 21 when I went to Abbey Road.
I was at 21. And it was just, and I remember hearing 5, 4, 3, 2, 1 by Manfred Mann, right? And I thought, I want to go and work in the studio where that was recorded. Really? Okay. Thank you. Oui, alors tout simplement, on lui demandait quand est-ce qu'il a eu le déclic pour devenir ingénieur du son. Et en fait, il dit que bien sûr, à l'origine, il est un passionné de musique. Il a adoré les pionniers du rock. Bien sûr, il a mentionné Bill Haley, Rock Around the Clock, etc. Mais à la fois, il était déjà très jeune, passionné par la hi-fi, par le son, pour savoir comment étaient faits les enregistrements. Et en écoutant un disque du groupe Manfred Mann, à un moment, il a vraiment eu la révélation et il s'est dit « Je veux faire le métier qui permet de faire des disques comme ça. Je veux aller dans un environnement où ces disques-là ont été faits. » Et voilà, c'est donc un mélange de coups de foudre artistique pour la musique, pour le rock'n'roll en l'occurrence, et puis aussi une passion pour le son et comment on fait les sons. Et il a commencé d'ailleurs par travailler dans une usine de pressage qui n'était pas à Hayes, qui n'était pas très loin de l'atelier où EMI fabriquait son matériel. Ça, je sais ça puisque on est en train de travailler ensemble sur un projet de livre. Et donc, voilà, il y aura quelque chose à lire sur Dave peut-être un jour. Yeah, well, when I speak to students at university, I always tell them, if you really want to do something, you can do it. You know, you can actually, that's what I wanted, and I did it, you know, and it's one of the best jobs that I could have had. And I would never go back. I would never change that job. I might be a racehorse trainer, I might like to do that, but that's about all. I think the job I chose and the job I went for and I got, I was so lucky. Quand il donne des cours à l'université, il y a des fois les étudiants qui lui demandent mais comment on peut avoir l'envie de continuer. Et en fait, pour lui, c'est très simple. C'est si on a envie de faire quelque chose, eh bien, on le fait. Et finalement, ça finit par arriver. Et c'est son conseil. Et s'il devait recommencer, il recommencerait la même chose. Il ne changerait rien. Et pour lui, ça a été un parcours de rêve. En tous les cas, il a accompli ce qu'il avait envie d'accomplir. Et voilà. Je vais faire peut-être un petit mot de conclusion. Et puis après, on écoutera encore. Avant qu'on nous fiche dehors, on va pouvoir mettre une petite séquence. Je dirais qu'il est facile d'oublier à quel point les Beatles étaient jeunes à ce stade. Aucun d'eux n'avait 30 ans. John et Ringo avaient 29, Paul en avait 27. Et George Harrison n'avait que 25 ans. Et pas étonnant que George se soit envolé après avoir été dirigé. Il avait 25 ans. Quant aux hommes de l'ombre, comme jeunes aussi, ils ont accompli vraiment de fabuleuses carrières. Et je voudrais savoir quel va être le mot de la fin pour Dave. It's easy to forget how young the Beatles were at this point. Yeah. And as for the men in the shadow, as you were one of them, they have accomplished fabulous career. What will be your final word, Dave, on this discussion? Well, I would. I mean, everybody's a Beatle fan here, and I think they deserve that fan club. I think they're really good, and it's jolly nice to meet you guys out here, and I think it's fantastic. And thank you. All I'd like to say is thank you very much for inviting me. I've really enjoyed it. Thank you. Merci. Moi, je voudrais remercier aussi Jérôme qui est venu me donner un coup de main sur cette. C'est beaucoup plus facile à deux. Et voilà, je connais Dave depuis des années. On a fait pas mal de choses ensemble aussi sur des conférences techniques. Et donc, je vous remercie mille fois de votre présence et de votre assiduité à cette discussion. On va mettre juste un petit bout encore de Get Back Up avant de se quitter. Get back, Joe.
possibility.